Bonjour Monsieur Blancard, bonjour Manuel. Bonjour Diane, bonjour docteur. Bonjour Diane, bonjour Manuel. Oui, on aurait dû avoir un troisième, notre ami Laurie, mais son appareil n'est pas assez puissant pour Skype. Donc, il a contribué pour les questions. Et donc, on le salue aussi, je le salue aussi, et pour sa collaboration. Voilà, je suis à votre disposition comme vous voudrez. Alors, au vu des événements, nous allons une fois de plus revenir sur la dictature sanitaire qui s'impose petit à petit en France, celle que vous dénoncez depuis un certain moment, et donc cette dictature liée à l'épidémie de coronavirus. Donc, commençons par ces deux premières questions. Alors que le pouvoir commence à paniquer devant le nombre de plaintes déposées envers les ministres macroniens dans la gestion de l'épidémie, le pouvoir cherche à accréditer qu'il a tout fait pour contrer cette épidémie, qu'il a fait ce qu'il fallait faire du moins. Que répondez-vous ? Eh bien, je crois qu'ils s'en mêlent un petit peu parce que quand on relit leurs textes, ils se condamnent eux-mêmes. Et je voudrais citer tout de même certaines petites choses. Rappelez-vous le texte d'Agnès Buzyn dans Le Monde du 17 mars dernier, dont j'ai déjà parlé. Elle démontrait elle-même que c'était une menteuse. Parce que dans le même temps, elle disait qu'elle savait ce qui allait se passer, qu'elle l'avait dit à Emmanuel Macron, et dans le même temps, elle rassurait les Français en disant que ça n'atteindrait pas la France. Donc, c'est une menteuse. Bon, deuxièmement, Emmanuel Macron lui-même est pris en flagrant délit de mensonge. Dans son interview qui a été diffusée sur BFM TV le 18 mai, dans lequel il disait « Nous n'avons jamais été en rupture de masque. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture de masque. » Ah bon? Ce n'est pas l'avis des personnels soignants, des médecins aux infirmières, personnel de nettoyage des hôpitaux. Donc voilà, on est face à deux menteurs qui ont menti du début jusqu'à la fin aux Français. D'où les plaintes qui se succèdent. Je crois qu'on en est maintenant à 71 plaintes contre toute une série de personnes. Je regrette simplement qu'il n'y en ait que 4 contre Emmanuel Macron, qui est le premier responsable de cette situation. Et donc, il y en a 71 autres. Et ce qui est intéressant, c'est que les plaintes qui sont faites contre Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Véran, Nicole Belloubet et Muriel Pénicaud, entre autres, s'appuient sur l'article 223.7 du Code pénal, qui stipule, qui concerne la non-assistance à personne en danger, qui est passible de 2 ans de prison et je crois de 30 000 € d'amende. Ce qui est bon marché, je trouve, compte tenu des conséquences et des calamités que leur soit incapacité, soit volonté de laisser se diffuser la pandémie devrait mériter. Voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Oui, on voit effectivement que c'est différents corps de métier qui déposent plainte. Dernièrement, c'était un gendarme, je crois, la gendarmerie, également des forces de l'ordre. C'est une représentation de la population française. En première ligne, le personnel soignant de toute la chaîne des professeurs d'université qui ont été au contact, des médecins, des chefs de service, des infirmières, du personnel de nettoyage des hôpitaux. Puis là-dessus, vous avez aussi de simples particuliers. Vous avez du personnel des prisons, qu'ils soient gardiens, qu'ils soient prisonniers, qui se plaignent que leur vie a été mise en danger. Donc vraiment, c'est un échantillonnage complet de la population qui est furieuse contre le pouvoir dans tous ses éléments de pouvoir. Est-ce que vous croyez que au moins une, on va dire, de ces plaintes pourra aboutir à quelque chose? Au moins une, on va dire.
Très bonne question. D'ailleurs, j'ai vu une émission il y a quelques jours, très doc, comme d'habitude, nous disant oui, mais vous comprenez, c'est très difficile de prouver qu'il y a eu volonté de nuire, etc., etc., etc. Donc, Manuel, vous avez tout à fait raison. Ils vont essayer de leur, enfin, la haute cour de justice de la République va essayer de botter en touche. N'empêche que ça va laisser des traces, tout ça. Et bon, je pense que ça va se terminer. D'ailleurs, c'est le professeur Raoult qui lui-même l'a dit. Il a dit que tout ça va se terminer comme l'affaire du sang contaminé. Vous vous rappelez, ça concernait un autre de la communauté, un certain Laurent Fabius, hein, qui a été déclaré responsable, mais pas coupable. Mais surtout, ce qui est étonnant, Donc, parce que voilà, quand ça dérange, la République, avec tous ses réseaux de connivence, fait tout pour étouffer l'affaire et on met l'édredon dessus. surtout qu'il y a des plaintes contre Madame Buzyn, alors qu'elle n'est plus ministre, elle n'a plus son immunité, pardon. Donc normalement, elle devrait comparaître au tribunal. Alors, je pense qu'ils vont tout de même comparaître, mais moi, c'est la conclusion qui m'intéresse. La conclusion, je n'ai pas beaucoup plus d'illusions que vous. Alors, je vous signale que j'ai appris une excellente nouvelle qui nous rassure, c'est qu'elle reste candidate de la République en marche à Paris. Elle se met... Ah, mais attendez, elle n'a pas été éliminée au premier tour. Elle n'a pas été éliminée, elle était en 3e position. Ah d'accord, il n'y a pas eu d'élection définitive, bon, c'est en point zéro. D'ailleurs, à ce propos des élections municipales, compte tenu des événements qui ont certainement fait changer la vie des Français sur un certain nombre de représentants de la République en marche, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu, qui ont été élus, moi je serais pour recommencer l'entièreté des élections législatives. Ça réserverait municipales. Des municipales. Bon, question suivante, Manu. La question suivante, docteur, est-ce que vous avez visionné l'interview de Michel Onfray par Ruth Elkreyev et Apolline de Malherbe au sujet du souverainisme, pardon. Est-ce qu'on n'est pas en pleine manipulation médiatique? Vous l'avez dit, mon cher. Oui, j'ai assisté. C'était un haut morceau de manipulation, effectivement. Ces deux donzelles ont été absolument ignobles envers Onfray. D'une duplicité, et d'ailleurs, se lançant des petits clins d'œil l'une à l'autre, c'était vraiment un démonstratif invraisemblable comment nos chaînes, soi-disant information, je dis bien chaînes, se moquent des Français, des imbéciles qui les regardent. Là, je suis aussi un imbécile puisque je regarde, mais moi, c'est pour un autre motif. Ah non, mais regardez, il faut regarder de toute façon pour s'en faire une idée. Regardez, ça d'ailleurs, vous savez très bien ce que je dis aux gens catholiques en général, tradis surtout, qui disent « Ah non, je ne veux pas la télé, etc. etc. » Moyennant quoi, ils vivent dans leur bulle, ils ne savent même pas ce qui se passe à l'extérieur, ils ne prévoient même pas les coups de l'ennemi. Il faut regarder la télé. Il faut regarder la télé et savoir ce que prépare l'ennemi. Mais là, c'était quand même flagrant dans cette interview, puisque dès que Michel Onfray abordait un sujet un peu glissant, elle leur coupait la parole, ou alors elle prétextait, elle prétextait une mauvaise connexion Internet pour... Mais oui, oui, exactement. C'était ça qui était drôle, surtout au niveau technique. Effectivement, mauvaise connexion. Ah, c'est curieux. Pas par hasard. Il est bien. À poil. À poil, pardon. Je voudrais vous signaler aussi que cette jante Apolline de Malherbe, au nom prédestiné, vous verrez pourquoi je le dis ça, elle va avoir son château familial restauré à nos frais. On en avait parlé dans le dernier entretien. On parle d'Apolline. Grâce au loto du patrimoine de Stéphane Bern. Voilà. Alors, à propos de Stéphane Bern, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais enfin, je profite de cette allusion. C'est que Dame Trogneux,
épouse Macron en seconde noces, voudrait vendre maintenant le mobilier national pour financer la fondation privée qu'elle vient de fonder sous prétexte de combattre l'épidémie de coronavirus. Alors j'attends que M. Stéphane Bern, arbitre de notre patrimoine national qui fait pas médaise tellement de gens des beaux milieux, intervienne dans cette affaire. Il ne s'y risquera pas, je pense. Mais je pense pas. Non, mais vous vous rendez compte, ces gens qui sont au pouvoir, mais s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas. C'est un patrimoine et on n'y touche pas comme ça. Mais que ça parce que madame veut paraître et financer, comme s'ils n'étaient pas assez riches l'un et l'autre pour financer leur propre truc qu'ils fabriquent. Oui, c'est vraiment écœurant. C'est absolument écœurant. Donc, je ne voulais pas rater la chose. En tant que médecin, que pensez-vous de la police sanitaire que veut imposer le pouvoir pour forcer des médecins à signaler leurs patients qui seraient contaminés par le virus? Est-ce que cela ne va-t-il pas à l'encontre du secret médical? C'est absolument évident. Et c'est absolument évident. Alors, ce que je trouve scandaleux, encore une fois, c'est que je n'ai pas entendu l'ordre des médecins émettre le moindre avis à ce sujet-là. L'ordre des médecins, là, l'ordre des médecins, on le trouve pour radier de l'ordre. Bon, ça a été levé depuis parce que c'était tellement énorme qu'ils ont été obligés de lever la suspension. Ils avaient radié de l'ordre le professeur Joyeux. Et dernièrement, je ne sais pas si on en avait parlé lors d'un dernier entretien, ils ont menacé le professeur Raoult d'en faire autant. Alors là, on entend parler de l'ordre des médecins. Mais pour rappeler au pouvoir qu'il n'a aucun droit de piétiner le secret médical, ça, aux abonnés absents. Bah d'ailleurs, si on va peut-être enchaîner directement avec la prochaine question. Un collectif de médecins, donc le docteur réclame la liberté de prescrire la bithérapie du professeur Raoult. Parce que le médecin n'est-il pas libre de décider de ce qu'il pense scientifiquement être le meilleur traitement pour ses patients? Est-ce qu'il est obligé de se tenir à ce que l'ordre des médecins demande, ce qui n'est pas libre lui-même? Alors, bon, il faut bien voir qu'on ne peut pas laisser prescrire tout et n'importe quoi à un médecin. Alors là, on est dans un piège justement à cause de toute la campagne qui est faite par le lobby de Big Pharma contre le protocole du professeur Raoult, qui soi-disant, premièrement, ne servirait à rien, alors que ça a tout de même mis les Marseillais à l'abri de tout ce qui s'est passé dans d'autres régions en France. Et aujourd'hui, on en arrive avec la publication d'une étude dans la grande revue scientifique britannique The Lancet à la condamnation pure et simple du traitement de l'hydroxychloroquine et donc du traitement du professeur Raoult. Donc ce serait un poison et rappelez-vous, là encore, on en a parlé, on l'a dénoncé très précocement. C'est Agnès Buzyn, encore une fois, avec son complice éco-religionnaire Jérôme Salomon, qui ont édicté un décret, c'était au mois de janvier, je me rappelle, de mars, je me rappelle, ou janvier, non, mars, je crois, mettant l'hydroxychloroquine sur la liste des poisons. Il faut le faire. Donc voilà. Donc, alors, pour en revenir à votre question, dans ce contexte-là, étant donné le nombre de succès, non seulement en France avec le traitement du professeur Raoult, mais reconnu aussi dans de multiples autres pays, y compris aux États-Unis, j'estime que les médecins qui veulent prescrire l'hydroxychloroquine et suivre le protocole du professeur Raoult ont entièrement raison, ils sont dans leur rôle de vouloir soigner leurs patients. Et donc, il y a un véritable complot contre la santé des Français avec cette interdiction.
Et je viens de voir qu'après s'être abrité derrière, une fois de plus, le conseil scientifique, Olivier Véran vient de décréter que l'hydroxychloroquine ne serait plus délivrée. Je ne me rappelle plus la formule exacte, mais ça aboutit à ça. Donc voilà. Et je crois qu'il faudrait quand même que les Français comprennent que ce qui est en jeu, ce sont d'énormes intérêts financiers, plus le plan mondialiste, qui, à l'abri de cette pandémie qu'on a, que le pouvoir a laissé volontairement s'étendre pour pouvoir confiner les Français et les empêcher de manifester, il y a tous ces intérêts, à la fois économiques et, je dirais, bibliques, qui veulent écouler le traitement du professeur Raoult, parce que sinon ils ne pourront pas imposer leur vaccin. Et vous savez ce qu'il y a derrière cette annonce du vaccin, c'est une campagne de pistage des patients. Et j'ai différentes déclarations, vous le verrez d'ailleurs dans le prochain numéro de la politique, j'ai différentes déclarations de soi-disant sommités, non, même pas scientifiques, ce sont des professeurs de droit. Un Suisse, dont malheureusement je n'ai pas le nom, et un Américain, un juif américain, qui disent que de toute façon, l'Américain parle pour les Américains, il dit que les Américains n'auront aucun droit de se retrancher pour refuser la vaccination obligatoire derrière la Constitution américaine. Ce sera obligatoire, que vous le vouliez ou non. Bon. C'est pour ça que des organisations mondialistes comme l'OMS tentent de décrédibiliser l'hydrochloroquine en commandant des analyses foireuses. C'est le terme qu'a utilisé Raoult. Exactement. D'ailleurs, cette analyse foireuse applaudie et soutenue par The Lancet. D'abord, j'ai vu différents commentaires de scientifiques, de médecins, disant que c'est pas étonnant, Lancet, comme la plupart des revues scientifiques, est soutenu par les labos. Bien sûr, évidemment. Et à ce à quoi le professeur Raoult a répondu, non mais à ce compte-là, le Doliprane aussi est dangereux. Évidemment. C'est une des premières causes d'intoxication. Plus ou moins dangereux. Il faut justement, c'est pour ça que je suis contre l'automédication, il faut que tel ou tel médicament soit délivré par ordonnance par un médecin et que le patient soit suivi par ce même médecin, ou par un médecin en tout cas. C'est le b.a.-ba de la médecine, ça. Mais là, on veut nous priver d'un traitement qui révèle son efficacité, qui en plus de ça, et c'est ça qui est mortel pour eux, un médicament qui coûte 2 fois rien. 12 € les 2 boîtes. C'est invraisemblable. Donc vous imaginez, et au point de vue bonnes affaires, et le petit plan mondialiste qu'il y a derrière en plus, évidemment, ils ne sont pas contents. Il faut donc essayer de détruire ce protocole. Alors, une information prétend que le professeur Raoult aurait l'intention de quitter la France pour aller dans une université chinoise qui l'aurait sollicité. Qu'est-ce que cela cache, selon vous? C'est très bien, vous avez pressenti que ça cachait quelque chose. Oui, ben, je suis persuadé. Alors, premièrement, ça a été démenti par les services du professeur Raoult. Et la première réaction que j'ai eue aussi, ça a été une réaction de doute en me disant, mais encore une fois, à qui profite cette histoire-là? Si ça avait été vrai, cela aurait montré que, en fait, le professeur Raoult était un individu accro à l'argent, qu'il aurait cédé au pont d'or que lui auraient offert les Chinois et qu'il abandonnait les Français en pleine pandémie ou quasiment, même si on est sur la fin. Donc voilà ce qu'il y a derrière. Donc là encore, alors l'État qui est tout le temps en train de pleurer contre les fake news, parce que ce sont des nouvelles, des informations qui le dérangent, là on est en plein fake news. Et à juste titre.
Et en parlant de Là, fake news, est-ce que vous avez, excuse-moi Manuel, est-ce que non, vous êtes, rien à voir, je pense à ça. Dernièrement, c'est David Pujadas sur je ne sais plus quelle chaîne a parlé de. Ils se sont remis en question en disant oui, il y avait des certitudes erronées, ou je ne sais plus comment ils ont tourné la phrase, disant que bon, finalement, il n'y avait pas tant de morts que ça, que c'était peut-être pas si grave, qu'on avait peut-être été un peu loin. Oh, je passerai un extrait Mais C'est au lieu d'employer exactement le fake news, cas. nous avons dit des fake news, ils ont dit nous avions des certitudes, Oui, de hein, j'ai mauvaises été certitudes. agréablement surpris parce qu'on n'est pas habitué à ça de la part de Hein. Pujadas. Mais j'ai l'impression vraiment cette affaire, je me répète, cette affaire va laisser des traces très profondes et va faire des dégâts dans le monde politique. Pour qu'un Pujadas, dont on connaît tout de même C'est sa pensée. sa pensée, Membre du siècle, je crois. c'est Il loin allait d'être au dîner un du ami siècle. pour nous, on arrive à avouer, à faire lourdement remarquer que, en fait, ils nous ont bourré le crâne, Il n'y a pas tout de c'est terme. tout de même très, très, très intéressant et symptomatique surtout. Oui. j'avais une petite chose à rajouter. Bon, ça concerne un peu la question intérieure. Petite parenthèse, est-ce que vous êtes au courant que M. Salomon est l'arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus? Mais je crois qu'on en a parlé déjà, non? Oui, on en a déjà parlé. La dernière fois bon, On a Dernier entretien. non seulement bon, il est l'arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus, mais à ce propos-là, il a lui-même dit qu'il haïssait la France. oui, il avait des comptes à régler apparemment. Oui, oui, Et on l'a même mis l'extrait. il s'occupe de la santé des Français, alors après ça, étonnez-vous. Hein? Pas besoin de faire un petit dessin. Moi, j'allais vous faire poser une question concernant la fameuse enquête internationale qui a paru dans la revue médicale de Lancet. Vous avez déjà parlé sur tout à l'heure. Donc, je vais avancer sur la prochaine question concernant la visite de M. Macron à la Pitié-Salpêtrière, où il a reconnu une erreur dans la stratégie de la politique de la santé. Donc, il s'est dit prêt à investir pour mettre fin à la paupérisation des hôpitaux et des soignants. Est-ce que ça vous inspire? J'ai envie de hurler ô menteur. C'est un menteur. C'est un Maintenant, menteur. il va investir. Ce petit discours, on l'a déjà entendu et de sa part et de la part d'Agnès Buzyn à de multiples reprises. Je voudrais rappeler une fois de plus qu'en fait, le problème des hôpitaux, qui est devenu encore plus aigu au moment du pic de l'épidémie, traîne depuis plus d'un an. Que depuis plus d'un an, le personnel médical du haut au bas de l'échelle médicale, ou plutôt sanitaire, je dirais, donc professeur d'université, chef de service, médecin, hospitalier, infirmière, etc., manifestait, faisait grève pour obtenir des moyens non seulement matériels pour elles, parce que bon, ils ne sont pas assez nombreuses, les infirmières ne sont pas assez nombreuses. Et c'est donc toute la chaîne sanitaire française qui est à revoir, parce qu'ils ont fait des économies. Vous savez, Dieu sait si j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que dans la France profonde, les hôpitaux, les maternités, tout ça ferme au fur et à mesure. Oui. Pour ça, il n'y a plus d'argent. Par contre, quand il s'agit de trouver des locaux, de construire des locaux pour accueillir les migrants, ça on en trouve. Donc d'où vient l'argent? Ben, il vient de tout ce que l'on ferme en France qui devait servir aux Français. Voilà ce que c'est que ce pouvoir. Préférence étrangère au détriment de préférence française, nationale. Alors, pour résumer la situation qu'engendre cette épidémie, vos deux derniers éditoriaux de la politique de mars et avril décrivent, rien que par leur titre, toute la politique induite par le pouvoir. Je cite ces éditoriaux. Le premier titre était « Un pouvoir qui vous veut du bien », ironiquement.
et la terreur sanitaire, arme du gouvernement. Dans ces deux éditoriaux, tout était dit de manière condensée. Avez-vous un commentaire à rajouter? Donc, je crois qu'effectivement, dans ces deux éditoriaux, j'ai dit le maximum de choses qu'il faut que les Français connaissent pour comprendre que le pouvoir leur en veut. D'ailleurs, dans le premier titre, je crois qu'on en avait parlé tous les deux. Vous avez compris tout de suite le pourquoi de mon titre. Je faisais allusion à un film qui avait paru il y a plusieurs années, qui s'appelait Un ami qui vous veut du bien. Oui. Il y a un problème avec la connexion, non? Non, non, on vous entend. Un ami qui vous veut du bien. Oui. Il a disparu. Bon, peu importe. Donc, un ami qui vous veut du bien, c'était un ami évidemment quelque peu tordu, qui s'immisçait dans la vie d'une famille et qui la détruisait de l'intérieur. Donc, c'est un petit clin d'œil à ce Excusez-moi, vous pouvez répéter votre dernière phrase? Qui s'invitait dans une famille? et qui la détruisait de l'intérieur. D'accord. Et donc, j'ai trouvé que c'était totalement adapté à la situation politique que nous vivions. Un pouvoir qui est censé défendre les Français et qui le détruit de l'intérieur. C'était très à propos, effectivement. Oui. Quant à l'autre, bah, c'est une évidence. C'est que le pouvoir a bâti l'effet de terreur sur la population française, sous prétexte que le virus ceci, le virus cela. Il n'y a qu'à voir quand même que les pays qui n'ont pas confiné ou très peu confiné sont ceux qui ont eu le moins de morts, proportionnellement. Alors il y a un petit problème là. Notamment la Corée du Sud, par exemple, je pense qu'ils n'ont pas confiné du tout. Oui, et la Corée du Sud, comme les autres pays qui s'en sont le mieux sortis, sont ceux qui ont fait quelque chose de très simple. Je crois que c'était dans le dernier entretien. Je crois qu'on avait commencé par ça. J'avais fait l'énumération des choses qu'il fallait faire qui étaient de bon sens pour tout un chacun. Dépistage. Qui est infecté, qui ne l'est pas. Celui qui est infecté, on le met de côté et on le soigne. Les autres, on leur fiche la paix. On ferme les frontières, ce qui n'a pas été fait, bien au contraire. Oui, frontières de Schengen, oui, bien sûr. Schengen, quand on voit ce que ça représente, ce ne sont pas les frontières. Quand on parle de frontières, ce sont les frontières nationales, etc. Donc, vraiment, on est en plein mensonge. Et du coup, pensez-vous pas que c'est la fin de l'Europe, ça signe l'arrêt de mort de cette Europe, parce que quand on a vu, elle est incapable de se défendre face à ce genre d'épidémie. Le premier pays qui devrait faire sauter l'Europe, ce serait l'Italie. Simplement, le pouvoir en Italie est... Ce que je crains, c'est qu'ils vont faire la pute. Vous ne nous avez pas soutenus, donc on n'est pas content. Et donc, il faudrait nous soutenir un peu plus maintenant, sinon on s'en va. Et bon, on va voir ce que va donner ce petit jeu. Mais je ne suis pas du tout certain que nos amis italiens, tout au moins, je parle du pouvoir, je ne parle pas des... Oui, parce que les Italiens... ils sont plutôt anti-européens. Ils sont plutôt anti-européens aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout convaincu que le pouvoir italien sautera le pas de casser l'Europe, parce que si l'Italie s'en va, ça va être aussi un appel d'air. Hein. Si, mais honnêtement, pour que ça casse définitivement, c'est mon point de vue, il fallait qu'un autre moteur de l'Europe menace de s'en aller. L'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, c'est fait. Les trois moteurs de l'Europe et le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Il faut qu'un des deux autres menace de s'en aller. Ben voilà, on n'est pas prêt de voir ça. Très juste, Manuel. L'Allemagne, c'est un petit peu complexe, cette affaire-là. Bon, la Merkel, je n'ai aucune confiance en elle, et les complices du mondialisme. Mais il s'est passé quelque chose dernièrement, c'est une décision du Conseil constitutionnel de Karlsruhe, en Allemagne, qui a envoyé un dossier de pavé dans la mare, carabiné au point que de nombreux commentateurs ont dit que ça signait le départ à terme de l'Allemagne de la communauté européenne.
Parce qu'il estimait, la cour de Karlsruhe estimait que ce qui se faisait en Allemagne allait à l'encontre des intérêts des Allemands. Donc c'est évidemment un discours qu'on aimerait entendre en France. Donc on va voir. Il y a là-dedans à la fois des intérêts économiques considérables, et il est certain que pour les Allemands, traîner le boulet de l'Europe et de la France, économiquement, ça commence à les insupporter. Mais bon, comment dire, en reprenant cette idée de, est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait des manifestations spontanées en France, d'où la présence d'un nombre considérable de forces de l'ordre à Paris, parce que certains gilets jaunes voulaient bloquer Paris et affichaient vouloir, allez, entre guillemets, tuer le gouvernement le 11 mai. Est-ce que si ces manifestations s'intensifient, est-ce que on n'arrivera pas à faire plier le pouvoir, peut-être plier ou au moins le faire descendre sur terre? Bon, alors pour répondre à votre question, premièrement, non, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Laurie qui m'en avait informé. Et je n'étais pas au courant parce que sur aucune des chaînes que je consulte, chaînes de télévision que je consulte habituellement, donc les plus connues, BFM TV, LCI, CNews peut-être, l'information nulle part, donc censure. Oui. Donc il se passe des choses en France que les Français ne savent. C'est ça que ça veut dire. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu ces manifestations. Ceci dit, rappelez-vous que le pouvoir qui a peur, on sait très bien que tout ça, tout ce qui a été fait, le confinement, a été voulu à l'abri de la panique que le pouvoir a instaurée auprès des Français, a été fait parce qu'ils veulent obliger les Français à rester chez eux pour qu'ils ne manifestent pas. Bon, alors ce petit jeu-là, ça peut durer un certain temps, mais au bout d'un certain moment, la marmite éclate. Donc j'attends l'éclatement de la marmite avec impatience. Ceci dit, les manifestations, à mon avis, ne seront pas suffisantes. Il faut une révolution. Et vous savez très bien ce que j'ai à propos des révolutions. Si elles qui aboutissent, il y a toujours du sang. Il faut le responsable paie. C'est sûr, surtout quand il sont des manifestations qui sont faites de façon spontanée, désorganisée. Je rappelle encore ce que vous avez dit dans votre éditorial, je crois, au tout début des Gilets jaunes, quand vous avez donné certaines mesures ou certaines façons de manifester. Faute de ça, que tout le mouvement s'essoufflerait. C'est ce qui s'est arrivé parce que les gens restaient sur les ronds-points à bloquer ceux qui veulent travailler, ça ne marche pas. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que il y a eu 2 communiqués. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se reporter aux 2 communiqués que nous avions faits, l'un au mois de novembre et l'autre au mois de décembre. Donc, c'était au tout début des manifestations des Gilets jaunes, où on donnait un certain nombre de conseils et recommandations qui, malheureusement, à part quelques exceptions de la part de certains groupes de Gilets jaunes, n'ont pas été suivis. Il y a une chose qu'il faudrait, et ça, tout le monde devrait s'attacher à cela. Nous devons avoir les adresses de tous les responsables politiques qui ont joué dans cette mascarade du coronavirus. On a besoin d'avoir leurs adresses. Ça servira un jour. Voir si quelqu'un pourra nous fournir ces informations. Alors, des internautes vous demandent plus de précisions concernant vos dires à propos des policiers lors du dernier entretien. D'où ce commentaire sur YouTube. Je cite donc ce commentaire. Vous pleurez sur les malheureux policiers, monsieur Ploncard-Dassac. Pourtant, ils saignent le peuple et borgnent et démembrent les gilets jaunes. Ils seront toujours du côté du gouvernement et contre le peuple. Que lui répondez-vous? Il ferait bien de revoir ma déclaration. Je suis effaré de temps en temps de voir des gens qui ne comprennent rien du tout à ce que je dis. Ils comprennent le contraire. Je pense que ça faisait allusion de ces policiers
qui, interpellant un Maghrébin, je crois, parce qu'il ne voulait pas le confinement, le traite de sale bougnoule ou un truc comme ça. Alors j'avais dit, bon, je comprends l'exaspération des policiers, mais je suis contre insulter les gens en fonction de leur appartenance, que s'ils sont pas contents de voir à être confrontés avec la racaille des banlieues, etc., ils n'ont qu'à s'en prendre au pouvoir qui les fait venir encore et toujours un peu plus. Donc c'est ça que j'ai dit. C'est pas du tout une défense de la police que j'ai faite. C'est une mise en garde auprès des forces de l'ordre en leur disant vous vous trompez de cible. Vous vous attaquez à l'effet, pas à la cause, comme d'habitude. Mais ne pensez-vous pas que Me fatigue qu'ils apprennent à écouter et à lire. Ne pensez-vous pas que la police ne mordra jamais la main qui la nourrit et du coup ne se retournera jamais contre le gouvernement? La nourrit, c'est certain, mais d'un autre côté, je n'aimerais pas être policier aujourd'hui parce qu'ils vont être pris entre l'enclume. Donc, c'est un petit avertissement passant. Il faudra qu'ils choisissent leur camp. Ah, c'est sûr, mais de toute façon, comment dire, les gens, peut-être que la police ils font leur travail parce que, comment dire, ils ont peut-être peur de perdre le peu qu'ils ont. Ils ont des familles à nourrir, des enfants à nourrir, ils vont peut-être pas se dire je vais rien faire, je vais finir par être licencié. Comment je fais après? Oui, ce que je dis, on ne meurt pas la main qui nous nourrit, quoi. Tout à fait, oui, oui, Diane. Il est évident qu'il y a cet aspect-là, qu'un individu seul ne peut pas faire grand-chose. C'est évident. En plus de ça, il faut savoir que la hiérarchie de la police, de la gendarmerie, enfin des forces de l'ordre en général, est très maçonnisée. Oui. Donc là, ils sont tenus par la croûte et ils sont tenus par l'avancement. Alors, comment est-ce que tout ça va se terminer? À un moment donné, dans les périodes révolutionnaires, et ça l'histoire nous l'enseigne, à un moment donné, les forces de l'ordre basculent. C'est ça que j'attends. Bon, puissent les policiers nous écouter. On va voir. Question suivante. La loi Avia, qui vise à censurer les propos racistes sur Internet, vient d'être votée à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une atteinte supplémentaire à la liberté de parole? C'est absolument évident. Alors, c'est amusant de voir, je ne sais pas si vous avez vu cette courte vidéo, c'était une photo, je ne me rappelle plus, où on voit la Laurence Avia. Laetitia. Laetitia Avia, du dernier bien avec Francis Califat, le président du CRIF. Donc, on voit bien qu'elle a été l'inspirateur de cette loi. Alors, il y a un petit antécédent à cette loi. Il y a quelques semaines, on apprenait que le pouvoir avait l'intention de lancer un énième organe de surveillance sur l'information pour contrer ce qu'ils appellent les fake news, c'est-à-dire les informations qui dévoilent la vérité, pour donner le là de la vérité du pouvoir. Bon, ça avait fait un certain tintamarre dans les milieux politiques et le pouvoir a promis, Édouard Philippe a promis, ou c'était le ministre de... je sais pas, enfin, en tout cas, un des membres du gouvernement avait dit que oui, bon, on ne le ferait pas, etc. Donc en fait, ils ont remplacé ce dispositif qui était prévu, qui a dû être supprimé par la loi Avia. C'est un tour de passe-passe, un de plus. Donc sous couvert d'antiracisme, anti-antisémitisme, etc., tout va être surveillé attentivement. Alors, ce qu'il y a de cocasse en plus avec cette loi Avia, c'est que Madame Avia a elle-même tenu des propos racistes envers des Chinois. Et elle est visée elle est visée par plusieurs plaintes, en plus d'anciens collaborateurs. Oui, exact. Et oui, mais il y a les bonnes déclarations racistes et il y a les mauvaises déclarations racistes. Et puis on dit racisme, mais c'est surtout contre l'antisémitisme.
Ouais, Ça, ben, c'est- évidemment, et, évidemment, c'est- évidemment, et bien puis on voit encore les Juifs qui utilisent les Africains pour faire oui, le comme Ku Klux. d'hab. C'est évident, c'est ça qui est sous-jacent. L'antiracisme, c'est pour faire passer ce qu'il y a derrière. Là. Ils ont... Mais alors, il y a une chose tout de même, ils se rendent pas compte. Ils se croient tout puissants, mais ils se rendent pas compte. Plus ils appuient, ils essayent d'étrangler l'information, plus ça va leur retomber sur la tête. Et ça concerne à la fois les Juifs, c'est une mise en garde, et ça concerne aussi les francs-maçons, c'est une mise en garde. Je viens de voir une information curieuse, surprenante, mais qui s'insère dans d'autres informations qu'on a déjà eues dernièrement. En Martinique, la statue du frère, comment il s'appelle déjà celui-là? Comment il s'appelle? Je vais vous redire ça. Statue de Schœlcher? Non. Voilà, c'est ça, oui. Qui a été déboulonné. On voit les manifestants Et- ont accroché un câble autour de la tête de la ah statue. oui, ils l'ont décapité. Ils la tirent jusqu'au moment où elle bascule et elle se fracasse. Et qui était Victor Schœlcher? Eh bien, c'était un franc-maçon de haute lignée. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il a été un des promoteurs de la levée de l'esclavage. Donc, c'est un petit peu curieux que ce geste ait été fait en Martinique. Donc, ce qui veut dire, et rappelez-vous ce qui s'était passé encore à La Réunion, et c'était au début des manifestations des Gilets jaunes, La Réunion avait été la première région de France à dénoncer l'action de la maçonnerie. Et on en avait parlé à l'époque. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de s'attirer sur la tête. Docteur, pendant le confinement, bon, le gouvernement a profité pour passer un décret qui a été publié au journal officiel qui autorise l'apprentissage de l'arabe dès le CE1. Quelle est votre réaction concernant cette merveilleuse nouvelle? Bon, alors, j'ai vu la nouvelle et j'ai vu le décret. Alors, les choses ne sont pas tout à fait ce que apparemment certains croient. Ou alors je me trompe complètement. Enfin, d'après le décret, c'est un accord qui aurait été passé entre le gouvernement français et le gouvernement tunisien Oui. de la possibilité, à partir de je ne sais plus quelle classe, d'apprendre l'arabe. Ce n'est pas obligatoire à ma connaissance. Ah, manquerait plus que ça. Si je me trompe, bon, je suis prêt à reprendre mon avis, mais pour l'instant, de ce que j'ai pu voir dans le décret, c'est une possibilité, pas une obligation. Oui, mais ils avancent pas à Ah pas. bah Petit à petit. évidemment, évidemment. D'accord. C'est- Surveiller, quoi. C'était trop gros sinon. Mais enfin, moi, je m'en tiens tout de même au texte. Je ne vais pas aller plus vite que la musique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que Alors, les enseignants vont tous venir de Tunisie, je pense, selon le texte. Mais qui les paye, ils Vous sont croyez logés qu'il va où? passer en France? Bah, donc, tous, je ne sais pas sur quels critères ils vont être choisis, compétences, je ne sais pas. Alors, faites confiance à M. Blanquer. Ah, on va bien voir ce qui va nous sortir. alors, question suivante. Suite à l'interpellation du Conseil d'État par Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, et Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate, le Conseil d'État a donc ordonné au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte en raison de son caractère disproportionné qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. N'est-ce pas là une initiative utile et efficace de ces deux représentants des Républicains? Tout Oui, à fait. évidemment, oui. J'avoue que ça m'a confirmé ce que je pensais de Bruno Retailleau, qui est le président du groupe Les Républicains au Sénat, qui déjà à plusieurs reprises s'est fait remarquer sur ses positions de défense du catholicisme.
Et il a été tout à fait en pointe, mais il n'a pas été suivi par les autres membres, de façon majoritaire, par les autres membres des Républicains au Sénat, mais ils étaient fait remarquer par son opposition totale et intégrale à la loi sur la bioéthique et tout ce que ça conforte. Donc, il y a pour moi, qui suis tout ce personnel politique de façon très attentive, je trouve ça très intéressant. C'est une confirmation de ce que je pensais de lui. Et j'espère que lors des prochaines présidentielles, il pourra être désigné comme le candidat des Républicains. À l'heure actuelle, c'est celui qui peut le plus faire avancer les lignes comme nous le voulons. Et alors, petite chose aussi qui n'est pas sans intérêt, c'est que je viens d'apprendre, pas plus tard que cet après-midi, qu'il a eu des mots très durs contre Philippe de Villiers à propos du Puy du Fou, en disant que le Puy du Fou n'était plus du tout ce qu'il aimait ou qu'il défendait. Et en fait, il faisait allusion au fait que Philippe de Villiers avait pris son téléphone pour appeler au secours son ami Emmanuel Macron pour lui demander de lever le confinement au bénéfice du Puy du Fou. Ce que son grand ami Emmanuel Macron s'est empressé de faire, alors que tant d'autres structures en France restent bouclées. Et donc, j'apprécie et je rends hommage à Bruno Retailleau. Il a bien senti le problème et il a placé les responsabilités où elles doivent être placées. Ah, donc le Puy du Fou a une exception pour lui. Oui. C'est dingue. Et rappelez-vous, vous savez très bien ce que je dis de Philippe de Villiers depuis longtemps. Oui. Rappelez-vous comment, du temps de Sarkozy, il avait rallié Sarkozy de façon à pouvoir réélu dans son patelin. Rappelez-vous qu'il avait été un des plus venimeux envers François Fillon, tendant à accréditer le fait que François Fillon était un membre de Bilderberg. Oui, c'est vrai. Ce qui avait fait très, très, très mauvais effet dans nos milieux, et pour cause. Or, le problème de ce malheureux Fillon, qui a vraiment jamais su se défendre correctement, malheureusement, c'est qu'il n'est pas membre de Bilderberg, il a été incité par les Bilderberg, en fait, comme homme politique, tout de même de premier rang. Et c'est le jeu, d'ailleurs, de la maçonnerie en général. Dès qu'il repère quelqu'un qui a une position importante, ou qui peut avoir un intérêt pour eux sur le plan scientifique, politique, financier, tout ce que vous voudrez, ils essayent de l'approcher, ils l'invitent, etc. Je l'ai moi-même vécu quand j'étais en Belgique à l'université dite libre de Bruxelles. Ou alors ils font croire qu'il est des leurs pour le décrédibiliser. Quoi ? Ou alors ils peuvent faire croire qu'il est des leurs pour décrédibiliser cette personne. Aussi. En tout cas, quand j'étais à l'université des dites libres de Bruxelles, le nombre de fois où ils m'ont invité à des réunions de la libre pensée, donc des chambres, disons, et j'y suis jamais allé parce que je sais très bien que si je mettais le doigt dans l'engrenage, un jour il me dirait cher ami, venez à la loge, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il procède. Et donc, ce malheureux n'a pas su de se défendre de cela, il n'a pas osé. Et ça, c'est le problème. En politique, si on n'ose pas, on est mort. Mais pour revenir à De Villiers, il doit avoir quelques casseroles pour pouvoir bon, je ne vais pas agir comme parler des problèmes familiaux parce que c'est... Non, oui. Je ne veux pas parce que c'est pas beau. Non, je crois pas m'appeler à parler de ça. Oui, il y a eu des rumeurs. Bon, ouais. Il y en a qui le savent et ils me comprendront. Ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, ça ne changera pas grand-chose au problème. Passons à la question suivante. Oui, concernant le personnage Éric Zemmour, suite à son agression verbale par ce qui a été présenté par la presse comme un musulman dans une rue de Paris, il a affirmé sur le plateau de CNews avoir reçu le soutien d'Emmanuel Macron lors d'un appel téléphonique qui a duré près de 45 minutes. Donc, selon Valeurs Actuelles, donc je cite, par ce geste, l'Élysée a réaffirmé sa volonté de faire vivre le débat et de ne tolérer aucune agression verbale ou physique qui viendrait menacer le bon déroulement de la vie démocratique et intellectuelle du pays.
je me permets de rajouter une petite phrase. Est-ce que M. Macron a appelé Jérôme Bourbon quand il a été agressé par les brigandes? Je pense pas. Un commentaire sur cette affaire, docteur? Vous me coupez ma réponse. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est évident, mais c'est un tordu, évidemment. Ben, il va au secours des leurs, c'est toujours la même chose. En plus de ça, vous connaissez les origines Oui. communes entre Zemmour et Emmanuel Macron, donc c'est pas étonnant, ils sont complices. 45 minutes, bravo, il a dû être consolé l'autre. Ah bah, je pense, Non, mais mais... on est loin de ce que Édouard Drunon a appelé la France juive, c'est pas compliqué, y compris dans la filière sanitaire. Vous savez très bien comment je parle de la filière juive de la santé en France, entre la Buzine, son mari Yves Lévy, Jérôme Salomon, Hirsch et tous ceux qu'on ne connaît pas qui sont aux échelons subalternes. C'est ça qui veille sur notre santé. Bien sûr, mais surtout ce que la presse a mis en avant en disant que un musulman avait agressé, ils ont sous-entendu, un musulman a agressé un Français de souche. Alors déjà, c'est pas un musulman. Il faut me la recopier. C'est pas un musulman, c'est personnellement pour moi, c'est quelqu'un qui a dû fréquenter l'organisation de M. Julien Drey, à savoir SOS Racisme, parce que c'est encore un maghrébin qui a été élevé comme comment dire, dans l'idée que je viens d'un pays qui a été colonisé, donc la France me doit quelque chose, alors que la France ne le doit à lui absolument rien du tout. Donc c'est une personne comme ça. Ouais. Et M. Zemmour, je rappelle ce que vous avez déjà dit à multiples reprises, il n'est pas un Français de souche. Il est français par le décret, non, ses parents sont français par le décret Crémieux. Lui, il est né ici, il est français par le droit du sol, je pense, c'est tout. Honnêtement, Tout à fait, tout à fait. Alors dans cette affaire-là, il y a tout de même un autre aspect qu'il faut voir, c'est que ce Maghrébin qu'il a reconnu dans la rue, il a insulté, je suppose que c'est parce que c'est à cause des multiples déclarations de Zemmour qui poussent à la guerre civile. tout à fait. Et puis je suppose que ce musulman aussi reprochait à Zemmour en tant que d'origine juive, étant qu'il est juif donc, le comportement d'Israël en Palestine. Ça passe très très mal dans les milieux musulmans. Oui, tout à fait, mais comme je veux... Ces deux aspects-là sont absolument fondamentaux et vous avez bien fait, je vous remercie d'avoir rappelé ce que moi-même je rappelais justement, que Zemmour n'est français que grâce qu'à l'abri du décret Crémieux que je ne cesse de dénoncer. C'est d'ailleurs grâce à cette dénonciation que j'ai autant d'audience auprès d'un certain nombre de musulmans qui, eux, ont compris ce qui se passe. Mais surtout que je me demande peut-être que ça se trouve cet individu était lui-même aussi d'origine algérienne, peut-être. Alors, retrouver un Zemmour qui est d'origine algérienne et juive aussi, ça passe pas. On dirait que c'est une trahison. Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a déjà longtemps à propos du décret Crémieux. C'est un crachat, ça a été un crachat à la figure des musulmans. Oui. Et le résultat de ce crachat, fait par Adolphe Isaac Crémieux, président fondateur de l'Alliance israélite universelle en plus de ça, et franc-maçon, oui. Qui donnait unilatéralement la nationalité française aux juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans, qui eux venaient de se battre pour la France face à la Prusse en 1870. Oui. Premier effet, la révolte du Bachaga-Simokrani. Bon, ça a été maté dans le sang, etc. Drummond, que je cite longuement à ce sujet-là, en parle très très bien, c'est tout à fait édifiant. Et puis, les choses se calment, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, arrive le régime de Vichy,
Et un des premiers actes du régime de Vichy est d'interdire le décret Crémieux, de l'abroger. Oui. Résultat, alors que la France était en pleine déconfiture du fait de la débâcle, il n'y a pas eu le moindre soulèvement en Algérie. Pourtant, ça aurait été facile. Oui, Pas eu avant, de oui. soulèvement. De Gaulle arrive au pouvoir à Alger. Que fait-il? Il rétablit le décret Crémieux et la maçonnerie qui avait été interdite par Vichy. Et que se passe-t-il? Début de l'insurrection jusqu'à l'aboutissement de l'insurrection de Sétif. Et ça repart. Donc, le point central, le point qui fait saigner, c'est le cas de le dire, de nos rapports avec le monde musulman et notamment algérien, c'est le décret Crémieux. Le problème, c'est que trop de musulmans algériens, et musulmans tout court, même d'autres origines, confondent le pouvoir qui nous occupe avec la France. C'est pas la même chose. L'UEJF, SOS Racisme et SOS Homophobie ont assigné Twitter en justice, jugeant que le réseau social manquait à ses obligations en matière de modération des contenus. Que dire de cette domination communautaire de plus en plus visible sur Internet et les réseaux sociaux? Je vais redire à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure, lors d'une question précédente, c'est que je crois qu'à force de vouloir serrer la vis, ça va leur péter la figure. Rappelez-vous ce rappel que je fais régulièrement des déclarations de l'historien juif Bernard Lazare dans son livre sur l'antisémitisme, sur les origines de l'antisémitisme, dans lequel il dit que si de tout temps, à toutes les époques, sous des régimes différents, des religions différentes, etc., le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Et c'est pour ça que de génération en génération à travers l'histoire, le peuple juif a des problèmes partout où il est installé, ce qui très souvent fait qu'il est mis dehors. C'est par leur agissement. C'est de leur faute. Et ils ne comprennent pas. Alors, je ne vais pas mettre tous les juifs dans le même sac, vous le savez très bien, je ne fais ni racisme primaire, ni antisémitisme primaire. Ce sont les responsables de la communauté juive, ce qu'on appelle au sens large du terme, ou plutôt non, plus précisément du terme, le Sanhédrin, qui prend les décisions au nom du peuple juif lui-même. Et ça a concerné en tout premier lieu la mort du Christ, et à chaque fois qu'il y a des mauvais coups, c'est la décision des hauts dignitaires et responsables du judaïsme qui en sont la cause. Et c'est le petit juif qui paie toujours les pots cassés, pendant que les autres profitent de leur martyre. La question suivante, Diane. Là, je ne sais pas si vous êtes été informé, la célèbre croix géante du pic Saint-Loup a été vandalisée ces derniers jours. L'ouvrage, qui est à près de 700 mètres d'altitude, a été scié en deux. Il y a des inscriptions qui ont été retrouvées sur place, comme hérétique, pic laïque ou witch power. Est-ce que vous souhaitez faire un commentaire sur cette affaire? Oui, bien sûr. Mais rien que les inscriptions sont une signature. C'est un groupe d'ultra-gauche, de satanistes, qui s'en prennent aux symboles chrétiens. Donc, contrairement à ce que certains dans nos milieux croient ou voudraient faire croire, surtout ceux qui sont sionistes, ce ne sont pas ça vient pas, c'est pas un coup qui a été fait par des musulmans. Ce sont des athées d'extrême gauche, fanatisés, c'est proche à la fois de la synagogue et de la loge. C'est là qu'il faut chercher. D'ailleurs, je sais pas où ça en est là, où ça en est l'enquête, mais elle me semble être un peu au point mort la dernière fois que j'ai regardé. Voyons, comme d'habitude. Ça va pas très loin. Arrivé.
Question suivante. On passe au milieu, Diane. Oui, bien sûr. Alors, Bernard Anthony a dénoncé dans un communiqué le président des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Il dit, je cite Bernard Anthony, « Monseigneur n'a pas exprimé le moindre début de commencement de mécontentement. » Il lui reproche donc d'être compromis avec le pouvoir. Est-ce que vous approuvez les propos de Bernard Anthony? Si je ne connaissais pas bien ce personnage de Bernard Anthony et sa duplicité, je ne pourrais qu'approuver ce propos. D'une part, il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes, c'est évident, parce que l'épiscopat, en principe, tout au moins officiellement, a été aux abonnés absents. Mais je ferai tout de même remarquer qu'il y a eu un certain nombre d'évêques français, je n'ai pas les noms sous les yeux, mais je sais très bien qu'il y en a eu un certain nombre, qui, dès le début du confinement, avec l'interdiction de fréquenter les églises pour la messe, se sont élevés contre cette véritable dictature anti-religieuse. Donc il aurait pu faire allusion aussi à ces évêques qui ont dit ce qu'il fallait faire en son temps. Donc il se fait bien voir une fois de plus des catholiques en faisant cette déclaration qui, à première vue, on ne peut qu'appuyer. Mais je voudrais faire remarquer aussi, lui qui est prêt à dénoncer ce genre de propos, comme il est toujours prêt à dénoncer certains actes de musulmans, soi-disant, ou en principe contre les chrétiens. Avez-vous jamais entendu de sa part une critique des rabbins ou autres hommes politiques juifs ou israéliens quand ils font des déclarations contre la religion catholique? Jamais. Et d'ailleurs, Bernard Anthony, c'est l'homme qui tartine sur le communisme sans faire une seule référence aux origines juives du communisme. Tout à fait. Et alors, rappelez-vous aussi une chose, je crois que j'en avais parlé à l'époque. Vous vous rappelez que j'avais cité au moment de l'incendie, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les citations de rabbins et d'hommes politiques israéliens se réjouissant, disant que c'était une vengeance de Yahvé. J'ai entendu M. Bernard Anthony, le grand catholique, s'indigner de cela aux abonnés absents. Donc c'est un tordu, je le connais depuis des années. C'est l'individu qui a fui la confrontation que je lui proposais sur ses déclarations mensongères de ce qu'est réellement la maçonnerie, puisqu'il nie le caractère satanique luciférien de la haute maçonnerie. Il faut le faire. Alors, le catholique qui a tartiné un bouquin qui s'appelle Vérité sur la maçonnerie, c'est plutôt ses mensonges sur la maçonnerie. Non, c'est un personnage ignoble. Et je l'attends toujours pour un débat. Ouais, vous avez reçu l'accusé de réception, je pense, mais pas de réponse. Vous avez pas de mémoire, Manuel. Tout à fait. Pour être plus clair, effectivement, quand j'ai vu dans cet entretien dans le journal Présent, sioniste, avec comment il s'appelle, avec Jeanne Schmitt, dans lequel il a osé dire qu'il mettait au défi quiconque de prouver que la maçonnerie était luciférienne au plus haut niveau, comme je le décrivais, sur base des propres textes juifs et francs-maçons. Donc il mettait au défi quiconque. Eh bien, le quiconque que je suis a estimé que ça valait un débat. Je lui ai envoyé une lettre recommandée pour mettre au défi d'organiser un débat où il voudrait. J'ai reçu, comme vous l'avez remarqué, l'accusé de réception, et puis c'est resté de lettre morte. Courage, fuyons. Non, un personnage. Je voudrais aussi rappeler un petit détail en passant, c'est que comme Serge de Beketch, mêmes origines, ils ont tous deux participé, tout au moins à la fois, ou ont voulu participer à la guerre des 6 jours, au bénéfice d'Israël. La guerre des 6 jours, je ne savais pas. C'est dans leur mémoire génétique, ils sont comme ça, je peux le comprendre, mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'ils se décrivent comme des grands catholiques. Alors là, ça ne marche plus. C'est le double visage, comment s'appelle-t-il? Le rubis? La couverture de votre livre. La couverture de mon bouquin. Oui. Sur la...
Le rubis. Oui, effectivement. Alors, le rubis, c'est très intéressant cette histoire-là. J'en ai déjà parlé, je vais redire parce que c'est même une notion qu'il faut avoir. En fait, c'est une image déjà très ancienne qui reprise par la maçonnerie, qui en fait concernait l'aspect qu'ils estiment de l'homme avec une dualité homme et femme. Et j'avais fait remarquer des fois où j'avais commenté ce sujet-là, que en fait c'était déjà toute la démarche homosexuelle de la LGBT qui était en gestation. Exactement. Donc, et cette image, c'est pour ça que j'ai pris cette image, parce que ça décrit justement le double visage de la maçonnerie. Le visage rassurant, société de bienfaisance, etc., etc. De plaisir, comme disait cette malheureuse Marie-Antoinette, et puis ce qu'il y a de caché derrière, qui n'est révélé qu'aux âmes ardentes, comme disait, je ne me rappelle plus quel était le haut dignitaire de la maçonnerie qui disait ça, donc aux initiés, aux hauts initiés, où se trouve la réalité profonde de la maçonnerie, c'est-à-dire son aspect satanique luciférien contre la société. Voilà, il suffit de lire mon livre sur la maçonnerie, et d'abord pour répondre aux mensonges d'un certain Bernard Anthony, et puis pour savoir pourquoi nous en sommes là dans notre belle société moderne d'aujourd'hui. Alors, toujours à propos de l'aspect religieux, avez-vous vu que l'abbé des Gilets jaunes, l'abbé Francis Michel, officiant à Planquet dans l'Eure, vient d'être renvoyé par l'Église pour avoir osé célébrer une messe anti-Macron? Tiens, c'est curieux, j'ai pas entendu Bernard Anthony prendre sa défense. Oui. Oui, bien sûr, j'ai vu. Voyons, c'est évident. Ce brave abbé, heureusement qu'il y a des abbés comme ça pour sauver un petit peu l'image de l'Église aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a l'effort. Enfin, je regrette beaucoup. Il y a un tel scandale dans la politique de Macron que je comprends parfaitement que cet abbé qui vit profondément sa foi visiblement s'en prenne au principal responsable de la situation que vit la France et les Français. On va aborder un autre sujet de nos milieux, Diane, concernant, je ne sais pas si le docteur le connaît, Julien Rochdy. C'est un ancien responsable du Front National de la Jeunesse qui, je sais. qui prône l'union des droites en proposant Charles Gave comme candidat aux prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce candidat? Je dirais que ça ne m'inspire pas du tout. En fait, c'est toujours la même illusion. Faut faire l'union, faut faire l'union, faut faire l'union. Rappelez-vous ce qui s'est passé et ce qui se passe avec le Front National. L'union de tendances totalement contraires. Ce sont des forces qui s'annulent. Et encore une fois, je vais revenir sur l'historique des révolutions en général. Les révolutions qui aboutissent parce qu'elles suivent une ligne directrice unique, pas à cause de tendances différentes qui tirent à U et à Z. Donc je suis absolument contre l'union à tout prix. Il peut y avoir des points communs, des dénominateurs communs, mais on ne s'allie pas avec tout et n'importe quoi. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Et à propos... Rochdy est bien gentil. J'ai déjà vu un certain nombre de ses déclarations. C'est un garçon qui navigue un petit peu, il cherche sa voie, il cherche à faire parler lui, visiblement. Quant au candidat qu'il propose, bon, c'est un économiste qui a dit des choses assez sensées par moment, bien que je l'ai accroché, je crois, à un moment donné. On en avait déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, il avait été en lien dans la finance avec George Soros. Oui. Qu'il a déjà côtoyé. Oui. Et il avait reconnu que George Soros l'intimidait ou qu'il était mal à l'aise en sa présence. Oui, alors bon, il en faut peut-être un peu plus dans le pantalon quand on veut être président. Quoi. Enfin, je regrette beaucoup
ce monsieur, bon, sur le plan économique, a peut-être des choses à dire, d'accord, mais le changement de régime qu'il nous faut, ça ne va pas s'appuyer uniquement sur l'économie. Tant qu'on n'aura pas détruit, je dis bien détruit, les miasmes de la Révolution dite française, ces faux principes, rien de solide ne pourra se construire. C'est une révolution intellectuelle et physique qu'il nous faut. Que pensez-vous de la dernière déclaration d'Alain Soral, notamment sur François Asselineau? Alain Soral, il me fait souffrir celui-là. Il y a des moments où il fait des déclarations qu'on ne peut que sourire ou voir applaudir, mais par moments il ferait mieux de réfléchir avant de parler. Oui, je l'ai vu son truc. Alors, il se décrit comme national bolchevique. Alors, je voudrais tout de même lui faire remarquer gentiment que c'est une incompatibilité, parce que le bolchevisme, c'est un internationalisme, donc ça ne peut pas être national. Premier point. Donc, avant d'utiliser des mots comme cela, il faudrait réfléchir tout de même à ce que cela contient. Deuxièmement, j'ai été tout de même choqué de voir qu'il prenait la défense de ce bon monsieur François Asselineau qui est accusé par ses troupes d'être homosexuel. Alors, Soral, prenant la défense d'Asselineau, là, j'avoue que ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Bon, là-dessus, je ne sais pas si vous allez prolonger la question. Il y a aussi une question sur Vincent Lapierre qui, du coup, s'en est pris à Alain Soral, a révélé qu'il disait des énormités, notamment au sujet du coronavirus, que tout était complot, que bon. Et in fine, Vincent Lapierre prenait la défense de Macron. Quel est votre point de vue sur Vincent Lapierre? Mon point de vue, c'est que ce malheureux Lapierre a vendu son âme au diable, si j'ose dire. Ah oui, plutôt. Merci. Et que... C'était flagrant hein, dans ces dernières vidéos, c'était vraiment... En l'occurrence, je ne vais pas dire que je vais prendre la défense d'Alain Soral, je crois qu'il est assez grand pour se défendre lui-même, mais justement, les points de convergence que l'on peut avoir avec Soral, c'est justement quand il dénonce l'action du pouvoir. C'est pour ça que ces déclarations de Soral à propos d'Asselineau, ben, je ne comprends pas. Il parle trop vite, il parle sans réfléchir, j'ai l'impression, et je dis ça amicalement, parce qu'on a tout de même un certain nombre de points de convergence. Je dis ça amicalement, il y en a beaucoup d'ailleurs qui souhaitent une convergence entre les cercles nationalistes et l'égalité et réconciliation. Mais là encore, il y a des différences qui ne sont pas gommables comme ça du jour au lendemain. Et comme moi, je sais très bien que je ne varierai jamais dans ce que je dis et répète depuis des années, parce que je sais que c'est là que l'on trouvera la solution à nos problèmes, donc j'attends que Soral comprenne qu'il faut qu'il vire sa cutie. Bah, surtout que Lapierre, bon, j'avoue, il a raison sur un point. Quand il dit que Soral publie des propos orduriers envers lui, j'en ai vu certains sur VK, c'est sûr. Par contre, cela dont Soral a raison, c'est que Lapierre est un vendu. Parce que M. Lapierre est relayé maintenant par l'Observatoire du journalisme, dont le président est M. Claude Cholet, qui est très ami avec un certain Golnadel. Comme c'est bon, Golnadel. Journaliste au Figaro, l'organe des bien-pensants, entre autres. Avec Zemmour. Entre autres. Et puis Vincent. Entre autres. Alors non, mais je suis tout à fait d'accord. Ça, que Lapierre reproche le langage ordurier à Soral, malheureusement, il a raison. Soral ferait bien de surveiller son langage parce qu'il détruit ce qu'il y a de positif dans certaines de ses déclarations. Et je l'ai dit tout dernièrement dans un commentaire sur Facebook, où justement il y avait un internaute sur Facebook
qui s'étranglait devant les propos de la Pierre concernant Soral. Et j'avais dit que bon, il est évident que la Pierre crachait dans la soupe, mais que concernant le langage de Soral, malheureusement, il avait raison. Et que je disais que c'était dommage, que Soral ferait bien de surveiller son langage. Ça porterait davantage. Cet échange, je ne l'ai pas vu. Je suis, alors on est le combien? Je suis bloqué sur Facebook jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que vous voyez ici, mon cher, pour être bloqué? Moi, j'ai rien fait. J'ai fait un test, en fait. J'ai partagé une vidéo de Soral lui-même concernant la... Attendez, j'ai la capture d'écran que j'ai gardée. Donc, j'ai été bloqué quasi instantanément. Pour 30 jours, pour incitation à la haine, ou je ne sais quoi, des choses du genre. Là c'est typique, cette histoire-là. C'est typique, c'est qu'il suffit que le nom de Soral apparaisse pour, Oui. pour que les cornes du diable apparaissent. Pour les médias occupés. Dès que son nom apparaît, ma publication va à l'encontre de la communauté en matière de discours haineux et d'infériorité. Alors que j'avais juste publié, c'était une vidéo où il parlait de la communauté qui nous tient, un peu. J'ai pas le titre carrément, j'ai mal fait la capture d'écran, mais en fait, oui, pour incitation à la haine. Donc, 30 jours j'ai juste fait un partage de vidéos, c'est tout. Rien d'autre. Au coin, mauvais élève. Au coin. Et le bonnet d'âne avec. Alors pour la question suivante, par contre, moi je l'avais supprimée parce qu'elle est plutôt erronée. Vous savez, vous dites que Pierre Hilard, Abozy, Escada, Rougeron et Lesquin n'ont pas parlé de l'épidémie. Lesquin a fait toute une vidéo sur ce sujet. Escada a fait un communiqué. C'était une question, je crois, non? Oui, on avait fait une question sur ça, oui, en effet. Oui, mais ils ont parlé de l'épidémie, ces personnes-là. Ah, tant mieux. Et qui en a parlé alors? Lesquin, il a fait une vidéo sur le coronavirus. Escada a fait un communiqué. Abozy, il a fait une allusion. Rougeron, par contre, je ne l'ai pas entendu. Et le contenu? Comment? Le contenu. Quel était le contenu? Lesquin, c'est le même que vous, quoi. C'est pas du copier-coller, j'allais dire, mais il est sur le mode du complot, sur le mode ça vient d'un laboratoire P4 et compagnie. C'est amusant, ça. Oui. Donc, je sais pas, je la pose quand même la question. C'est une question, une observation qui m'a été envoyée. Je savais, dans toutes les questions que je vous transmets, il y a de tout. Donc, bon, tant mieux. Plus il y aura de personnes pour dénoncer la réalité de la situation et se cache derrière, tant mieux. Ah oui, sur ce sujet-là, ils sont à peu près tous sur la même tendance pour dire. Ce qui m'intéresse, c'est que ces gens-là dénoncent justement ce qu'il y a derrière. C'est pas tout de se lamenter sur l'épidémie, ce qu'il y a derrière, comme nous le faisons. Et puis ils ont tous dénoncé la gestion catastrophique du gouvernement, ça c'est indéniable. Non, c'est pas une question catastrophique, Diane, c'est une volonté de laisser l'épidémie se répandre. Parce que, à l'abri de la panique qu'ils ont su installer auprès des Français, c'était la justification au confinement, donc plus de manifs. Fatigué de répéter tout le temps la même chose. C'est ça qui est sous-jacent. Et puis tous les intérêts financiers et bibliques qu'il y a derrière, dont je vais parler tout à l'heure au début de l'entretien. C'est bon, je n'ai pas vu si vous avez les liens pour les déclarations de Lesquin et compagnie. Oui. C'est intéressant. J'aimerais bien les éplucher. Je transmettrai. Passons aux questions à l'étranger. Shlomo Sand a sorti un nouveau livre intitulé Une race imaginaire. Que vous inspire ce titre? Ça ne m'inspire pas grand-chose parce que je n'ai pas lu le livre. J'avoue que le titre m'intrigue, exactement. Diane, l'avez-vous lu? Non, pas encore, je ne sais pas. Alors, posez-vous la question. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une race imaginaire? Alors, je ne sais pas du tout à quoi il fait allusion, puisque ni vous ni moi ne l'avons lu, donc c'est difficile de répondre à la question. La race qui n'existe pas. Alors, est-ce qu'il fait allusion
encore une fois, au Khazar. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage assez long que j'avais fait dans ma conférence sur la guerre des mondes. J'étais revenu sur cette fable des Khazars, parce que je commence à en avoir marre d'entendre dénoncer les Khazars, comme s'il n'y avait plus de Juifs qui étaient responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'avais rappelé un certain nombre d'avis scientifiques et russes et israéliens qui disaient que ce qu'on appelle les Khazars, c'était bien des Juifs. Et en fait, le fond de l'histoire, c'est que, comme à de multiples reprises dans la Bible, un certain nombre de Juifs étaient arrivés dans cette région qu'on appelait à l'époque la Khazarie. Ils avaient prospéré, s'étaient bien étendus, avaient pris le pouvoir et avaient pris la place carrément des autochtones. Mais vous savez, si ça continue comme ça en France, avec la politique de Zemmour, appuyée par toute cette bande de crétins de catholiques sionistes, mais la France va devenir un nouvel Israël. Et quand on parlera dans les siècles suivants, s'il y en a encore, de la France, on dira les Français, mais en fait ce seront des Juifs. Shlomo Sand, je pense que je ne l'ai pas lu, mais peut-être que c'est la suite du livre qu'il a écrit, Comment le peuple juif a été inventé. C'est peut-être une suite à ce livre-là. C'est probable, mais enfin, j'ai voulu mettre l'accent sur cette histoire de la Khazarie, parce que je n'ai pas l'occasion d'enfoncer le clou, mais je pense aussi, vous avez raison Manuel, je pense que c'est un... En fait, il voudrait se faire oublier. Qui, les Juifs? Les Juifs, il voudrait se faire oublier. Là, j'ai un début d'explication. Apparemment, c'est... il essaie de faire une distinction entre le sionisme et le judaïsme et remet en cause l'idée selon laquelle le christianisme se serait édifié après et en opposition au judaïsme. Au contraire, estime-t-il, et malgré le présupposé chronologique, c'est bien le judaïsme qui s'est constitué sous la pression du christianisme, s'accommodant du même coup des termes du procès qui lui ont fait des siècles durant ses ennemis. Bon, voilà, il reprend les querelles entre antisionisme et antisémitisme. Il est évident, oui, je comprends la démarche intellectuelle. Là. Il est évident que, dans une certaine mesure, il a raison quand il dit que le judaïsme s'est établi à partir de la condamnation faite par le christianisme suite à la crucifixion du Christ. Ben, c'est tout le problème, justement, de la décision du Sanhédrin de condamner le Christ. Alors, en opposition, puisqu'il n'avait pas l'admissible, vous savez très bien ce que je répète sur tous les tons à ce sujet-là, du fait de leur refus du Christ, qui allait provoquer leur propre rejet par leur propre faute, ben, il y a eu une modification, la Torah est devenue le Talmud. Oui. Dans ce sens-là, je comprends la démarche de Shlomo Sand. Mais je crois que c'est un des rares juifs honnêtes de notre époque. Shlomo Sand. C'est possible, mais là encore, c'est difficile. On est en train de tous. Oui, on spécule, il faut lire le livre. On n'a pas lu son livre, donc il faudrait avoir connaissance ou tout au moins d'extraits importants qu'on puisse tout de même parler de choses qu'on connaît. Très bien. Question suivante, Manuel. On t'écoute. De toute façon, petite précision, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ça date pas d'hier, c'est un échange entre Shlomo Sand et Meir Habib, où Meir Habib, je peux vous dire qu'il transpire quand même, il lui fait transpirer. Il lui demande qu'est-ce que vous faites ici? C'est votre pays ou c'est pas votre pays? Ou Meir Habib. Qui disait ça? Shlomo Sand, je peux vous envoyer le lien de la vidéo. À Meir Habib. Oui, entre lui et Meir Habib, oui. Oui, bah de toute façon, Meir Habib, gros comme il est, il transpire facilement. Ah non, mais vous inquiétez pas, parce que Meir Habib était, comme d'habitude, il vendait son poisson, il a souvent je crois qu'il a, on va dire, pété les plombs, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici?
Pourquoi vous n'allez pas en Israël, vous? Alors allez-y là-bas, qu'est-ce que vous faites là? Mais Pourquoi comment vous... donner l'exemple, le meilleur Habib? Qu'est-ce qu'il fait en France? Bah, il est élu des Français du cercle des Français de l'étranger. Ouais, Donc, il est à l'Assemblée nationale. Il est mais député, quand même. ça, j'avoue que quand j'ai appris qu'il avait été élu par les Français de l'étranger, alors que moi-même je représentais les Français de l'étranger au nom du Front National il y a quelques années, que les Français de l'étranger aient pu élire un individu pareil, vraiment, il y a de quoi se poser des questions sur l'intelligence des Français de l'étranger. Oui, mais c'est juste les Français de l'étranger d'Israël. Oui. C'est juste les Français d'Israël, en fait. Ah, bon, d'accord, vous me rassurez. Oui, d'accord, vous me rassurez, Diane. Bon, On va passer à la prochaine question concernant Donald Trump, qui a annoncé qu'il prend de la chloroquine, en fait. Est-ce que cela participe-t-il de sa lutte contre le nouvel ordre mondial? bon, écoutez, je vous répondrai très simplement, je n'en sais rien parce que le personnage est tellement complexe et contradictoire que vraiment on ne sait pas très bien où on en est. Et bon, je retiendrai simplement qu'il prend la chloroquine et qu'il n'en est toujours pas mort, alors que Non. le médicament a été placé, comme vous le savez, sur la liste des médicaments poison Oui. par Esbuzine et par Jérôme Salomon. Donc, rien que pour cela, j'ai un petit clin d'œil sympathique pour ce bon monsieur Trump, mais franchement, penser qu'avec tout son appui à Israël, euh, il puisse être un agent contre le nouvel ordre mondial qui est le projet juif mondialiste, j'avoue que j'y crois pas beaucoup. Bah, il a affirmé dans une vidéo, je ne sais pas de quand elle date, qu'il combat l'État profond. Oui, c'est assez récent, je crois. C'est tout récent. Oui, C'est récent? mais il y a Oui. beaucoup qui tartinent là-dessus, je sais très bien. Mais ça, pour l'instant, ce sont des mots. Il a annoncé aussi, je crois qu'il voulait, ou tout au moins, certains l'ont dit pour lui, qu'il voulait avoir la peau de la Federal Reserve. Euh, moi, je veux bien, mais j'attends les actes. Alors évidemment, si ça se passait, ce serait un coup dur pour la finance juive, puisque vous le savez, c'est notamment dans mon livre sur le complot mondialiste, je, Oui. je mets les choses au clair et je donne la liste justement des banques juives qui tiennent la Federal Reserve. Or, c'est cette Federal Reserve qui n'est pas actuellement un organe d'État qui tire le dollar, qui fait marcher la planche à billets de dollars. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une entreprise privée tenue par les juifs fabrique la monnaie américaine? Pas normal. Bah, c'est pas Alors, normal, mais personnellement, je pense que Trump ne va pas oser. Le comparatif que vous avez fait dans, je sais pas quelle conférence, je, je n'ai plus en tête, vous avez fait un comparatif entre lui et Henry Ford le premier. Oh, tout ou Kennedy même. Non. Il a beaucoup trop à perdre, il n'osera pas. Oui. mais évidemment, mais évidemment. Alors, il est obligé de faire des petites parlottes dans ce genre-là parce que bon, il est en pleine campagne électorale, donc il a un public. Rappelez-vous ce que je disais au début de sa campagne électorale des dernières présidentielles. Et il montait, ou alors c'était au moment où il avait été élu. Je ne me rappelle plus si c'était à la fin de sa campagne électorale ou au moment où il était élu. J'avais dit que je ne croyais pas au personnage, mais que la seule chose positive, c'était son électorat qu'il avait porté au pouvoir. Non pas parce qu'il l'avait porté au pouvoir, mais parce que ces braves gens croyaient que ce serait pour eux leur sauveur. Bon, le résultat de l'histoire, c'est que quand on voit le parcours de Trump, absolument à plat ventre devant le lobby juif aux États-Unis et devant Israël, j'ai l'impression qu'il y a eu un certain nombre de cocus. Alors, lors d'un entretien à la Maison-Blanche le 30 avril dernier, Donald Trump a affirmé avoir vu des choses qui lui permettent de croire sérieusement que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine de l'épidémie. Par contre, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a lui affirmé dans une radio locale: nous ne savons pas si cela vient de l'Institut de virologie de Wuhan, si cela vient du marché ou même d'un autre endroit.
La contradiction est évidente entre les deux personnages. Pensez-vous que Trump veut culpabiliser la Chine pour l'affaiblir économiquement? Ben, ça, c'est évident. C'est évident. Et puis, ça sert aussi à détourner l'attention des laboratoires américains, de l'armée américaine, qui fabriquent, on ne sait pas très bien ce qu'ils fabriquent dans leurs laboratoires comme armes biologiques. Et rappelez-vous la levée de bouclier contre le professeur Montagnier quand il a dit que leur virus était parti du laboratoire qui avait été inauguré par Bernard Cazeneuve en compagnie de Yves Lévy, le mari d'Agnès Buzyn. Eh bien, les milieux juifs se sont indignés de la déclaration du professeur Montagnier parce que, en fait, ça désignait ce laboratoire comme ayant été le point de départ. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Il y a plusieurs pistes. Rappelez-vous, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il y avait plusieurs pistes, qu'il était très difficile de savoir d'où c'était parti réellement. Mais en tout cas, c'est pas sorti gratuitement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pensez-vous que ce soit véritablement un virus? Parce qu'il me semble qu'un de vos correspondants a envoyé un message disant que c'était peut-être plutôt bactérien, en fait. Alors, c'est très intéressant, ça. Ce sera dans le prochain numéro de La Politique. C'est une étude, c'est une découverte, en fait, qu'ont fait certains médecins italiens. Oui, parce qu'ils ont disséqué les corps, autopsié les corps. Justement, alors, ça, je ne le savais pas. Il paraîtrait que l'Organisation mondiale de la santé avait recommandé de ne pas faire d'autopsie et d'incinérer tout de suite les corps. Alors, je ne sais pas, je voudrais qu'on m'éclaire là-dessus, qu'on me confirme. Si c'est vrai, c'est très grave. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait faire disparaître les preuves d'un crime. Alors, ces médecins italiens auraient donc pratiqué un certain nombre d'autopsies et ils auraient constaté qu'en fait, les dégâts créés dans les poumons qui aboutissaient à une fibrose irréversible et donc le patient mourait asphyxié, sans compter les problèmes cardiaques que cela pouvait amener, puisque quand le sang ne circule plus, il s'accumule en aval et le cœur finit par flancher. Donc, ils ont découvert qu'il y avait une bactérie et que c'est pour ça que les traitements à base d'antibiotiques marchaient, dont le protocole du professeur Raoult. Donc, c'est une énorme affaire. Ça, j'attends de voir les développements. C'est une énorme affaire parce que là, ça montrerait encore une fois qu'on nous a brouillé les pistes, qu'on nous a envoyé sur une fausse piste avec le virus. Donc, affaire à suivre. On passe à la question suivante. On reste encore et toujours sur Mike Pompeo, que Louis vient de fustiger l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre israéliens en Palestine occupée. Il la menace de mesures de rétorsion. Comment expliquez-vous cette obstination des États-Unis à soutenir les crimes d'Israël en Palestine? Écoutez, je crois que ça vient tout d'abord du poids du lobby juif aux États-Unis. Rappelez-vous cette citation de Joe Biden, qui sera le candidat démocrate face à Trump aux prochaines présidentielles aux États-Unis, dans lequel il disait, en se réjouissant, que l'Amérique était l'Amérique juive. Et d'ailleurs, vous en verrez le développement que j'en fais dans le prochain numéro de La Politique. C'est absolument invraisemblable cette déclaration de Joe Biden. Ça montre la puissance, mais incroyable, des lobbies juifs aux États-Unis. Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'en fait, on peut comprendre une certaine sympathie des Américains vis-à-vis du peuple israélien dans son comportement en Palestine. Parce qu'en fait, et les Américains et les Israéliens, l'un a fait et l'autre est en train de faire la même politique. Les Américains ont exterminé les populations indiennes
Et Israël est en train d'exterminer la population palestinienne. Ça crée des liens. Et puis, ils ont des liens vétérotestamentaires aussi, de Bah, fait qu'ils soient protestants. oui, tout à fait, exactement. Bah, d'où la dénonciation que je fais du biblisme protestant. C'est un retour à l'Ancien Testament. Ah oui, tout à fait. Ils sont à plat ventre devant Israël parce qu'il faut défendre Israël parce que la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Vous savez très bien ce que je pense de la Bible. De l'Ancien Testament. Oui, surtout. Alors, il est temps d'annexer des pans de la... Pardon, non, excusez-moi. Un grand rabbin du New Jersey a déclaré que le coronavirus est la punition divine sanctionnant les péchés de la Chine. Dieu déstabilise l'économie mondiale pour l'arrivée du Messie, a-t-il déclaré. Cela nous fait évidemment penser aux déclarations que vous aviez citées du rabbin et même de certains hommes politiques israéliens qui se réjouissaient de l'incendie de Notre-Dame. Un commentaire? Ça me semble absolument évident. C'est amusant comme ils font toujours appel à Yahvé pour se réjouir des malheurs que probablement eux provoquent dans d'autres peuples. C'est tout de même très, très, très démonstratif. Pas besoin de dessin. C'est ça le mythe du golem, en quelque sorte? Non. Je ne sais pas. Je ne suis pas suffisamment penché sur le mythe du golem, mais enfin, il y a tout de même quelque chose d'absolument unique dans la question juive. C'est le seul peuple qui, à travers les âges, pose de pareils problèmes. Comme élément de déstabilisation constante. Il y a quelque chose qui ne peut s'expliquer justement que par leur satanisme. Alors, il est temps d'annexer des pans de la Cisjordanie occupée, a déclaré M. Netanyahou le 17 mai dernier. L'annexion ne nous éloignera pas de la paix, elle nous en rapprochera, a-t-il ajouté. Comment analysez-vous cette déclaration? Il manque pas d'air. C'est d'un cynisme hypocrite invraisemblable. Et en fait, il se met à l'abri du parapluie américain et du soi-disant plan de paix de Trump, encore une fois au service des intérêts israéliens. Donc, bon, nous, ça ne peut pas nous surprendre. Mais oser dire que ce plan de paix, soi-disant, qui enlève tout droit aux Palestiniens à leur propre terre, que ça va rapprocher de la paix, là, il faut avoir la chutzpah juive pour dire ça. Pardon. Le culot juif. Oui. Un haut responsable de la police ukrainienne a demandé au chef de la communauté juive de Kolomyia la liste de tous les juifs de la ville dans le cadre d'une enquête sur le crime organisé. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous nous en dire? Bon, je crois qu'il va attendre longtemps, ce brave homme, mais c'est intéressant comme démarche. Ça montre bien comment tout de même certains milieux ukrainiens commencent à en avoir ras-le-bol du pouvoir en place et de ses alliés de cette fraction de la population, parce que quand même la révolution de Maïdan qui a amené cette clique pro-juive, enjuivée, tout ce que vous voudrez, au pouvoir en Ukraine au détriment de la Russie, il va se passer des choses en Ukraine. Et là encore, c'est toujours la patience de Poutine que je constate. Il aurait pu envahir l'Ukraine depuis longtemps. Bon, d'une part, évidemment, c'était risquer une troisième guerre mondiale, ce qu'il évite à tout prix. Mais il attend que le fruit tombe par lui-même, pourri de l'intérieur. C'est en bonne voie. On verra bien. On verra bien par la suite si l'Occident va laisser l'Ukraine tomber, on va dire, entre les mains des Russes ou pas.
La prochaine question. Depuis plusieurs jours, des manifestations massives et spontanées émergent dans plusieurs villes importantes d'Allemagne, alors que les Français restent passifs. Comment expliquer cette différence de réactivité? Est-ce que les Allemands seraient-ils plus attachés à la liberté que les Français ou pas, selon vous? Bon, alors je crois qu'il faut peut-être modérer un petit peu cette question, puisque j'ai appris, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait tout de même eu des manifestations en France. Certainement pas, en tout cas, de la même importance que celle qu'on en a vue, parce qu'on a des images de vidéos qui montrent tout de même le nombre important de manifestants dans les principales villes allemandes, et notamment Berlin. Donc, alors, la différence, à mon avis, que l'on peut trouver, qui peut expliquer cette différence de situation, c'est qu'il existe un parti en Allemagne qui s'appelle Alternative für Deutschland, donc l'alternative pour l'Allemagne, qui est certainement beaucoup plus dure, coriace et probablement indépendante aussi que le Rassemblement national d'une certaine Marine Le Pen. Donc, je pense que c'est le fruit de l'action de l'Alternative für Deutschland qui pousse de toutes ses forces au renversement de Madame Merkel. Ce que ne fait pas Madame Marine Le Pen avec Macron. En parole peut-être, mais pas en action. La Hongrie a interdit l'inscription du changement de sexe à l'état civil, ce qui a immédiatement provoqué de nombreuses protestations internationales. Quel est votre commentaire sur cette information? Je ne peux qu'applaudir. Je ne peux qu'applaudir, mais vous voyez, c'est tout de même invraisemblable qu'un petit pays comme la Hongrie ose ce genre de choses, se fichant éperdument des réactions internationales, montre bien que quand on veut, on peut. Vous savez très bien que c'est un de mes slogans. Quand on veut, on peut. Mais toute ma vie, j'ai placé toute ma vie sous cet angle-là. Et je crois que c'est grâce à ça que j'ai pu survivre, malgré tous les coups que j'ai reçus. Oui, donc c'est une histoire de volonté. C'est une histoire de volonté. Là aussi, rappelez-vous ma formule. Citation. La volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Quand on a une étude de l'histoire, c'est parce qu'à un moment donné, une volonté, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a poussé dans un certain sens qu'il y a eu une révolution. Il faut qu'il y ait une volonté. On en parlait un petit peu tout à l'heure, et c'est pour ça que je suis contre toute union avec des contraires, parce qu'on ne peut pas arriver comme ça. On ne peut arriver que par une ligne directrice quasiment unique, imposant une ligne politique qui finit par l'emporter et qui renverse le pouvoir en place. Et alors, on peut pas entre guillemets, convertir les contraires en les amenant à nous, comment dire. Et s'ils se convertissent, il n'y a pas de problème, mais on en est loin. Ah oui, c'est sûr. Il est évident qu'à partir du moment où ils se convertissent, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je vois venir progressivement quand je vois le nombre de gens de gauche qui me disent, écoutez, on vous a découvert sur Internet, etc. Est-ce que vous allez m'accepter parce que j'ai été communiste ou j'ai été socialiste, etc., etc. Ou même d'autres qui disent, je suis ou j'ai été franc-maçon. J'avoue que ce genre de démarche m'intéresse. Donc je vais pas leur cracher à la figure, certainement pas. En espérant que ce genre de démarche se multiplie de plus en plus. Écoutez, la logique, à partir du moment où un être humain est honnête, qu'il constate les conséquences d'une certaine politique sur sa vie et sur son existence même, qu'il essaye de remonter de comprendre pourquoi ça lui arrive, eh bien, il lui arrive de rencontrer mon discours sur Internet. Et c'est là que ça commence à basculer.
Et tout ça, malheureusement, c'est une question de temps. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Et toutes les révolutions, d'ailleurs, se sont faites très, très, très doucement, subrepticement, soit par volonté, soit parce que c'était comme ça. Il fallait un temps de maturation. Il faut un temps de maturation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est travailler, informer, mettre en lumière les causes de la situation. Ceux qui comprendront marcheront, ceux qui ne comprendront pas, ils finiront par mourir. Et pour terminer cet entretien, comme nous disions tout à l'heure, in coda venenum, Macron a fait allusion au règne de la bête qui arrive dans un discours. Il dit « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. » Et un peu plus loin, il continue en disant « Il faut rester disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. » Que vous inspirent ces propos ? Mais c'est pour le moins ambigu. Alors, allusion à la bête, c'est très curieux parce que bon, ce genre de discours, on est habitué à l'entendre de la part de chrétiens. Ils font allusion à l'Apocalypse. Bon, c'est pas le cas de Macron puisqu'il n'est pas croyant, loin de là, comme on sait, étant franc-maçon, sans compter ses origines juives. Mais derrière ce discours un petit peu crypté, en fait, répétez la deuxième phrase que vous avez citée. Il faut rester disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. Voilà. Nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Mais alors, attendez, il a vraiment prononcé ça? Est-ce que c'est pas un montage, une fake news, comme on dit? Écoutez, bon, il y a tout de même la référence au Financial Times. Et on a, oui, moi, Financial j'ai la Times, vidéo. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc, en fait, la boucle est bouclée. Il reprend les vaticinations de Jacques Attali, que j'ai déjà cité à plusieurs reprises lors de nos derniers entretiens. Quand Attali disait qu'il fallait une pandémie mondiale pour forcer les peuples à accepter le nouvel ordre mondial, soi-disant pour régler le problème. Tout est là. Alors, vous savez comment Le Monde explique ce terme de bête de l'événement? Cette bête de l'événement, phrase qu'Emmanuel Macron a bel et bien prononcée. C'est donc en réalité la métaphore d'un moment historique aux conséquences profondes. Un synonyme imaginé du choc, terme qu'il utilise 23 fois dans ce même entretien. Bon bref, ils nous servent Il n'est donc jamais question de fin du monde au sens biblique ou d'annonce de l'apocalypse, contrairement à ce que des vidéos sensationnalistes veulent laisser croire. Bon, ça, c'est les propos du Monde pour dire qu'il C'est bien vu. Je crois que c'est bien vu. Qu'il parle de l'épidémie, quoi, surtout. Oui, mais il parle de l'épidémie. Mais c'est pour ça qu'ils avaient besoin que cette épidémie se développe pour qu'ils puissent lancer le petit projet de Attali. Tout est là, vraiment, mais c'est d'une simplicité. Et surtout, ils le disent eux-mêmes. Il y a des gens qui ne veulent pas voir parce que ça les obligerait à changer de perspective. C'est curieux, moi je suis toujours halluciné de voir qu'il y a des gens, on leur met les choses noir sur blanc devant les yeux, ils ne veulent pas voir. Ni voir ni entendre. Bon. Ils en crèveront. Le problème, c'est qu'on risque de crever avec. Il n'y avait que, je dirais, bon débarras. Charitablement. Bon, eh bien, restons sur cette, cette touche vénéneuse. Oui, mais et combien dur et combien nécessaire. Oui. Bon, eh bien, écoutez, merci à vous deux. Donc, je remercierai aussi Louis qui n'est pas là, mais pour les questions qu'il a envoyées. Et puis donc, voilà, la suite au prochain numéro, je ne sais pas quand, ça va dépendre des événements. Là encore, j'en profite pour dire que je ne sais toujours pas quand est-ce que je pourrai reprendre mes conférences à Paris et ailleurs. Ça va dépendre de la réalité du déconfinement. À mon avis, ce ne sera pas avant septembre. Et alors, je voudrais aussi dire une chose aux internautes en général.
qui beaucoup m'approvisionnent en informations très intéressantes. Parmi ces informations, malheureusement, il n'y a pas les références. Donc, je demanderai à ces internautes, quand ils voient une information qui leur semble intéressante, et à juste titre, qu'ils pensent à mettre le lien de référence. Je ne publie rien ou je ne parle de rien si je n'ai pas une référence solide. Voilà, je voudrais que le message passe et qu'on cesse de m'envoyer des documents intéressants mais qui ne me servent à rien. Le message est passé. Merci, Monsieur Ploquin-Dessac. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et la suite en de meilleurs jours. Entendu. Au revoir. Au revoir.